Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous remercie d'être avec nous pour ce webinaire qui conclut notre saison d'activité à la Fédération, une saison qui, ma foi, a été riche en échanges, en rencontres. C'est une très belle semaine à la FCCQ cette semaine. Premièrement, c'est l'été. Il y a plein de gens au centre-ville de Montréal. Je suis au centre-ville aujourd'hui. On recommence à voir des gens. Deuxièmement, le Canadien de Montréal est en finale de la Coupe Stanley, si c'est possible. Et troisièmement, on reçoit de loin notre invité le plus prestigieux des dernières années à la Fédération. Alors, après avoir reçu justement dans les derniers mois des chefs d'affaires inspirants, des ministres engagés, des ministres à l'écoute en temps de pandémie, on reçoit aujourd'hui à 48 heures de la Fête du Canada, alors timing is everything, le chef du gouvernement canadien, alors le député de Papineau, le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour Charles. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous présente un peu le concept de nos 45 prochaines minutes. Donc, je vais laisser M. Trudeau s'adresser à vous. Par la suite, on aura un échange sur 4-5 thématiques qui sont importantes pour les membres de la Fédération. Et évidemment, pour le dernier 20 minutes, on ira vous voir dans le public pour répondre à vos questions de façon interactive. Évidemment, au niveau du public, on a des gens de partout au Québec, Monsieur le Premier ministre, donc autant des chambres de commerce, des membres corporatifs, des entrepreneurs, de toutes les communautés. Alors, on a un bon échantillon du Québec Inc. Là, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je suis très fier de vous les présenter. Et donc, avant de vous céder la parole, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie aussi pour votre engagement politique, le service public. On le sait que ce n'est pas la job la plus facile en ville, alors je tiens à le dire. Et je tiens aussi à le dire, à remercier votre équipe, le caucus québécois. Plusieurs ministres sont des alliés indéfectibles de la Fédération. Je pense, j'en nomme deux, Pablo Rodriguez, Mélanie Joly, qui ont toujours répondu présents, avec qui j'ai parlé pratiquement plus qu'à ma mère dans la dernière année. Alors, je tiens à le dire parce qu'ils ont été essentiels là, au succès de plusieurs des mesures au Québec. Alors, je vous cède la parole et je vous remercie d'être avec nous. Merci Charles. Merci pour tes belles paroles et surtout merci pour le travail que tu fais en tant que président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de venir vous rencontrer à la FCCQ. Je reconnais, c'est peut-être un des derniers événements virtuels, purement virtuels qu'on doit faire. On a tous bien hâte de se joindre en personne, mais ce serait pour encore dans un petit bout de temps. Il faut continuer de faire attention. Et je pense aussi que dans l'avenir, on va chercher des modèles hybrides où on peut se rassembler, mais on peut aussi avoir un rayonnement encore plus grand que normal. Mais il va sans dire que la pandémie, ça a été difficile pour tout le monde, particulièrement pour les entreprises. Vous avez dû vous adapter rapidement pour faire face à cette crise, pour que vos entreprises survivent et pour que les travailleurs conservent leur lien d'emploi. De notre côté, depuis le premier jour, notre gouvernement s'est engagé à être là pour vous, avec des programmes comme le soutien au loyer commercial, les prêts aux entreprises et la subvention salariale. On a aidé les entreprises québécoises à tenir bon. Pour chaque montant de 10 investi au Canada pour lutter contre la COVID-19 et de soutenir les Canadiens, c'est plus de 8 qui sont venus du gouvernement fédéral. Ce soutien sans précédent a aidé les entreprises et les travailleurs québécois et on voit que la reprise est plus rapide et plus forte au Canada qu'aux États-Unis et qu'en Europe. Et on doit continuer sur cette lancée. Et on va le faire main dans la main avec le secteur économique québécois. L'adoption récente du budget 2021 au niveau fédéral veut dire que la subvention salariale et les prêts aux petites entreprises continueront d'être disponibles plus que jamais. On va être à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain pour adapter nos mesures selon les besoins. C'est pour ça que c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui. Je veux entendre vos préoccupations, entendre vos questions et souligner comment on va continuer de travailler ensemble pour rebâtir une économie plus forte et plus résiliente pour les entreprises et pour les travailleurs. Encore une fois, merci à tous. J'ai très hâte de discuter avec toi, Charles, et aussi avec tous les membres de la FCCQ qui se joignent à nous. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, on va commencer tout de suite pour les 20 prochaines minutes sur quelques thématiques importantes. Les thématiques que j'ai choisies avec mon équipe pour deux raisons. Premièrement, c'est des préoccupations des membres, mais aussi, c'est des illustrations un peu, je pense, j'ai envie de dire, le nouveau rôle du gouvernement fédéral qui est vraiment devenu un gouvernement de proximité, qui s'implique de plus en plus dans le quotidien des Canadiens, qui est beaucoup plus près de la réalité
du quotidien, finalement, des Canadiens et des Québécois. Alors, ma première thématique, c'est un peu le Canada dans le monde et le monde dans le Canada. Parce que, vous le savez, le Canada aura 154 ans dans 2 jours. Ça demeure un joueur clé important, je pense, que sur l'échiquier mondial. Évidemment, votre présence en Grande-Bretagne il y a 2 semaines au G7 en est la preuve la plus éclatante. Alors, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on retient, premièrement, du dernier G7 en Angleterre et surtout, évidemment, selon vous, à quel moment on pourra facilement recommencer à être des citoyens du monde, justement, à voyager, à recevoir le monde chez nous? Vous savez que c'est la principale demande de la communauté d'affaires, des secteurs aériens, le secteur touristique. J'entendais même Denis Coderre ce matin plaider pour une réouverture de la frontière canado-américaine. Alors, comment vous pouvez nous encourager de ce côté-là? Merci beaucoup, Charles. Tout d'abord, par rapport au G7 à cette rencontre, c'était hyper important et remarquable à cause de l'unité, à cause de l'alignement qu'on ressent entre les grandes économies. Évidemment, il faut reconnaître, c'était le retour des États-Unis dans la communauté du G7, la communauté multilatérale, la communauté scientifique, la communauté de lutte contre les changements climatiques. Mais c'est pas nécessairement un point de départ parce que ce qu'on a vu, c'est que le travail que le Canada a fait pour représenter un peu l'Amérique du Nord dans ces enjeux-là depuis bien des années, malgré le manque de leadership de l'ancienne administration américaine, ça a bâti pas seulement des ponts, mais du momentum qui s'est poursuit et s'est accéléré lors de notre rencontre la semaine passée. Alors, sur la crise sanitaire, sur les vaccins, sur l'engagement multilatéral dans le monde, de tenir bon contre les États autoritaires comme la Chine, la Russie et d'autres qui commencent à devenir un peu plus problématiques depuis quelques années, que ce soit au niveau de la lutte contre les changements climatiques ou bien d'un système de commerce international qui bénéficie à tout le monde et pas juste aux mieux nantis. C'est tous des enjeux sur lesquels le Canada travaille depuis 5-6 ans de façon acharnée et ce qu'on a vu, c'est vraiment un alignement massif, pas seulement au G7, mais par la suite dans mes rencontres et à l'OTAN et ensuite avec la rencontre avec la Commission européenne. Il y a beaucoup de travail à faire dans le monde, mais les gens voient très bien que le Canada est aligné et est au cœur de ces efforts multilatéraux qu'on est en train d'avoir. Par rapport au monde, venir au Canada, on reconnaît l'impatience de tout le monde. Moi, ça fait 2 semaines que je suis en quarantaine. C'est ce matin que je sors tout simplement suite à mon voyage en Europe. Alors, je comprends à quel point les gens veulent qu'on remette ça de façon à pouvoir voyager, pouvoir sortir comme il faut, de pouvoir accueillir des touristes, particulièrement des États-Unis. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'on n'en a pas fini avec la COVID. Le Canada est en train de réussir extraordinairement bien avec la vaccination, avec même la double vaccination. On est en tête de liste de la planète quasiment. Tous les pays du G7 sont en dessous de nous. Et c'est à cause des Canadiens eux-mêmes, des gens, des Québécois, des Canadiens qui décident, qui choisissent de se faire vacciner, qu'on est dans une si bonne situation. Mais ce n'est pas fini encore. Juste parce que quelqu'un a une double vaccination, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas transmettre quand même la COVID-19 à quelqu'un qui ne l'a pas. Alors, je sais que oui, les gens veulent rouvrir, mais ils veulent encore moins être obligés de refermer ou de ramener des restrictions dans quelques semaines. Alors, on y va de façon graduelle, on est ambitieux, on va le faire dans les semaines à venir, mais on va surtout éviter qu'on doive revenir en arrière parce que ça serait pas seulement difficile moralement pour l'enthousiasme et le bien-être mental de bien des Canadiens, mais c'est extrêmement difficile pour les entreprises, je l'ai entendu, d'aller en yo-yo, de manquer de clarté et de progression solide. Merci. D'ailleurs, dans les apprentissages, je pense qu'on a dû faire, c'est que de refermer complètement dans une autre éventualité, une autre pandémie, complètement les restaurants, c'est vraiment pas une solution qui est facile au niveau des chaînes d'approvisionnement, entre autres. Alors, je pense que de toujours garder un petit filet d'eau ouvert, si jamais ça devait nous revenir sur la tête, là, ça serait très important. Puis je pense que aussi les mesures qui ont déjà été annoncées par votre gouvernement à partir du 6 juillet, donc de réduire la quarantaine, évidemment, ça a été salué et c'est nécessairement un pas dans la bonne direction.
Je vous amène, je reste un peu dans le dossier de la COVID pour vous amener sur le dossier des santé et sciences de la vie. J'ai moi-même un passé professionnel dans ce secteur-là, un secteur que je connais bien, qui est juridiction provinciale, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont de nature fédérale et je pense que les Canadiens s'en sont rendus compte durant la pandémie et ne le savaient peut-être pas, entre autres sur la question de la valorisation de toute la grappe des sciences de la vie, le secteur pharmaceutique, la fixation des prix des médicaments. Et je pense que si on peut faire une leçon peut-être de la pandémie, c'est qu'au début, les Canadiens ont eu peur un peu pour leur souveraineté médicale et pharmaceutique, étant donné le manque de masques, étant donné tout ce qu'on ne pouvait pas vraiment prévoir. Et je pense que là, l'occasion est belle de revaloriser cette industrie-là le plus possible. C'est une industrie de savoir, c'est des excellents jobs, souvent très payantes, ce sont des leaders en innovation. Alors, est-ce que votre gouvernement compte envoyer les bons signaux au secteur de santé et sciences de la vie en matière d'achat local, entre autres, mais aussi en matière de protection de la recherche et de l'innovation au Canada? Absolument, Charles. Et tu l'as très bien décrit. Dès le début de cette pandémie, on a eu énormément de défis pour aller chercher l'équipement de protection individuelle dont on avait besoin. Et je veux d'ailleurs remercier toutes les entreprises au Québec et à travers le pays qui se sont mis de l'avant pour commencer à produire ces éléments essentiels. Maintenant, on a reconnu qu'on a une autosuffisance à ce niveau-là. On va maintenant réfléchir à quels éléments on va vouloir garder pour le long terme, où on peut faire des transformations pour continuer à travailler avec des partenaires dans le monde. Mais je pense qu'on a appris aussi qu'il y a certaines chaînes d'approvisionnement qui sont moins fiables que d'autres et de travailler avec des bons partenaires, c'est quelque chose qu'on va toujours chercher à faire. Donc, à ce niveau-là, il y a des réflexions. Mais effectivement, on a appris que on avait pu la capacité au Canada de créer des vaccins à l'échelle, de produire des vaccins à l'échelle qu'on s'attendrait. Tu sais, moi, j'ai grandi à Montréal et je me souviens toute ma jeunesse de passer devant toutes les compagnies pharmaceutiques au West Island dans la 40, sur la 40. Et tout à coup, on a découvert que, ah non, on a tout perdu ça au fil des dernières décennies. Donc, absolument, il faut revenir et on a fait des investissements et on est en train de continuer de faire des investissements. Il y a des compagnies canadiennes, que ce soit Medicago ou d'autres, qui sont en train de développer des vaccins extrêmement prometteurs, mais c'est sûr que ça va prendre quelques années pour rebâtir cette capacité. Et entre-temps, on a pu arranger et négocier des deals pour des vaccins, des contrats pour des vaccins qui nous mettent, comme on le voit, à la tête du monde en termes de vaccins arrivés au Canada et de vaccination de notre population. Mais c'est certain que pour les années à venir, que ce soit dans la production de vaccins, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la production de produits scientifiques associés, nous devons continuer d'investir. Et je peux vous souligner que François-Philippe Champagne fait un travail extraordinaire justement pour rebâtir notre industrie biopharmaceutique au Canada. C'est comme tu dis, Charles, en tant qu'ancien pharmacien, tu le sais très bien, c'est des bons emplois, c'est une belle carrière, c'est une contribution, pas seulement pour l'économie canadienne et le bien-être des Canadiens, mais c'est des contributions qu'on fait à l'échelle de la planète. Et je peux aussi souligner qu'il y a bien des pays dans le monde qui savent que quand ils achètent quelque chose du Canada, il y a un niveau de fiabilité, de responsabilité qui est extrêmement rassurante. On a un brand extrêmement fort et on n'en prend pas toujours assez opportunité. On n'est pas en train de se vendre assez fort. On va pouvoir continuer de répandre notre influence et de signer des contrats un peu partout dans le monde pour le bien des travailleurs et des compagnies canadiennes. Je pense effectivement qu'il va y avoir une course à l'international pour avoir ces compagnies-là sur leur territoire, parce que même en France, vous le savez mieux que moi, la vaccination a été très, très lente. Les gens disaient c'est le pays de Pasteur, c'est le pays de la vaccination et ils n'étaient même pas capables d'avoir des taux. Alors, je pense qu'il va y avoir une compétition internationale et ce sera important que le Canada et le Québec fassent partie de Les ça. deux, et on va y être ça. Oui, oui, Si oui, vous les avez deux. déjà rencontré François-Philippe Champagne, vous savez très bien que toute l'énergie du Canada est là-dedans. Quand on a rencontré M. Champagne une fois, on s'en rappelle. Il est extrêmement dynamique et il est très présent dans les chambres locales aussi, d'ailleurs, Tout à fait. particulièrement à Trois-Rivières, entre autres. Je prends la peine de le dire. Je vous amène sur la question des transports.
quand on est le deuxième plus grand pays au monde, ça prend des transports. Alors, évidemment, en ce moment, il y a plusieurs projets structurants de transport au Canada. Les raisons sont multiples, la mobilité durable, la transition énergétique, puis le renouvellement aussi de nos infrastructures, nos flottes, nos installations. Alors, moi, j'aimerais rapidement vous entendre sur deux dossiers, un dossier terrestre et un dossier maritime. Alors, c'est ma question surf and turf, si vous voulez. Premièrement, au niveau du TGF, vous savez évidemment que Via Rail parle de ce projet-là depuis longtemps. Nous, c'est le projet, le projet, en anglais, on dit quintessential. C'est le projet parfait pour nous parce que pour des raisons économiques, des raisons écologiques, des raisons touristiques et des raisons patriotiques, ce projet-là devrait, selon nous, voir le jour encore plus rapidement. Et je sais que vous avez prévu près d'un demi-milliard pour les 5 prochaines années, mais vous savez comme moi que ça représente probablement 8 à 10 du coût total du projet. Alors, ma question, c'est est-ce que la prochaine élection, qu'importe quand elle sera la dernière où on parlera du projet de TGF et on sera vraiment en train de construire le TGF? Et mon deuxième point sur le chantier Davie, je ne vous parlerai pas de l'importance pour la région de Québec du chantier Davie et des milliers de fournisseurs. Je sais que les signaux sont positifs, que l'analyse est en cours, mais est-ce que vous croyez que cette fois-ci, c'est la bonne pour le chantier Davie et Québec de faire partie de la stratégie maritime navale canadienne? Belle question surf and turf. J'en ajouterais un troisième à ce niveau-là. Le secteur aérien est extrêmement important pour le développement économique et c'est pour ça qu'on est en train d'assurer qu'on puisse continuer des vols régionaux, de l'appui pour les communautés un petit peu plus lointaines. On va être là pour soutenir et investir dans l'aéronautique au Canada et dans notre industrie aérienne pour rassembler les gens un peu partout. Alors ça, c'est le troisième volet dont je suis content de parler par les transports. Deuxièmement, pour le TGF, je suis absolument d'accord. C'est un projet magnifique pour le Canada. C'est pour ça qu'on est tellement derrière ce projet-là. Comme tu as souligné, Charles, on a mis 500 millions de dollars dans le dernier budget pour continuer à avancer ce projet. On comprend qu'il faut que ça soit fait de la bonne façon, mais on est aussi impatient de le faire. C'est le genre d'investissement en infrastructure qui crée des emplois, qui tisse des liens et qui crée une croissance économique importante. J'ai parlé justement aux gens de Trois-Rivières la semaine passée pour souligner notre engagement à ce projet-là et à de commencer la construction aussi bientôt que possible. C'est sûr qu'un projet grand comme ça, oui, ça prend des étapes, mais nous sommes là en tant que partenaires. Nous allons être là pour faire de ce TGF une réalité parce que c'est une priorité pour nous, c'est une priorité pour tous les Québécois et tout le monde dans l'axe Toronto-Québec. Ensuite, par rapport au chantier Davie, je suis tout à fait d'accord qu'il faut continuer à investir dans la Davie. Si on se souvient un petit peu, il y a bien des années, quand le gouvernement conservateur a choisi une stratégie navale, ils ont exclu la Davie. Il y avait un chantier à Halifax, il y avait un chantier à Vancouver, mais ils n'ont pas choisi la Davie pour faire partie de cette stratégie navale. Nous, on a continué d'investir dans cette stratégie navale et on a reconnu l'année passée la nécessité d'avoir un troisième chantier pour cette stratégie de chantier naval. Et je peux souligner qu'on s'attend très rapidement à ce que la Davie soumette sa demande formelle pour être ce troisième chantier. Et d'ailleurs, on est extrêmement enclin à pouvoir regarder ce dossier et à passer rapidement parce qu'on a vu au fil des années, que ce soit l'Astérix, que ce soit d'autres contrats qu'on a accordés pour le traversier Jean-Lapierre, par exemple, aux îles de la Madeleine. Les travailleurs de la Davie font un travail exceptionnel et on veut vraiment qu'il soit un chantier extrêmement réussi, pas juste pour les années à venir, mais pour les décennies à venir, parce que le Canada est le pays avec le plus grand littoral de la planète. On a besoin d'avoir des capacités en termes de construction navale et la Davie va faire partie de cette vision de l'avenir, je l'espère. Excellent. Merci. C'est très, très rassurant d'entendre ça sur les deux fronts. Merci de souligner aussi le transport aérien régional. Là. Par souci de temps, je ne peux pas parler de tout, mais effectivement, c'est un sujet qui est très important, je pense, à Bécomo, à Gaspé, entre autres.
Et ce n'est pas seulement le transport, c'est les aéroports aussi. Hein. Puis je sais que vous avez annoncé des sommes, là, l'aéroport de Montréal, Québec, Saint-Hubert qui poussent bien aussi, qui sont des joueurs très, très importants au Québec. Il faut parler de Trois-Rivières et Sherbrooke aussi. Il y a des dossiers sur lesquels on est en train de travailler. Là, vous allez faire plaisir aux gens de Trois-Rivières et Sherbrooke. C'est même pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Parfait. J'ai bien écouté mes amis de Trois-Rivières et de Sherbrooke. Je vous amène à un autre thème, la question du travail, de la main-d'œuvre. Donc, à la Fédération, c'est un peu une seconde peau pour nous là, de se préoccuper des mouvements dans le marché du travail. C'est beaucoup un dossier provincial qu'on suit. Mais au niveau fédéral, notre principale préoccupation, je vous dirais, c'est la question de l'assurance-emploi. Vous savez que l'assurance-emploi fait face à un déficit actuariel important. On approche de la date de la fin du gel des cotisations. Alors, il y a des employeurs qui ont peur qu'il y ait une augmentation pour combler ce déficit-là. En même temps, il y a un comité parlementaire qui réfléchit sur la question aussi. On a eu l'occasion de parler à Mme Qualtrough. J'aimerais peut-être vous entendre sur vos intentions comme chef du gouvernement sur le futur de l'assurance-emploi. Est-ce que ça doit demeurer l'outil de soutien aux Canadiens qui se cherchent un emploi ou ça devrait avoir une portée sociale plus large? Et si oui, qui va payer ça? Je pense que ce qu'on a vu dans cette pandémie en particulier, c'est qu'on a vraiment un système qui a besoin de bien fonctionner pour tout le monde. C'est sûr que dans les premiers mois de la pandémie, c'était une situation particulièrement difficile et unique où il fallait directement payer les gens pour rester chez eux. On devait, il fallait qu'on reste tous à la maison et donc la PCU a été là pour remplir ce rôle pendant les premiers mois de la pandémie. Mais rapidement, on a passé à quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à l'assurance-emploi et d'utiliser l'assurance-emploi pour encourager les gens, oui, de pouvoir payer leur loyer puis faire leurs emplettes si nécessaire s'ils n'avaient pas d'emploi, mais surtout de commencer à chercher un emploi, à trouver des emplois. On reconnaît que oui, même si ça va bien dans certains secteurs, dans d'autres secteurs, que ce soit l'art et la culture, que ce soit l'hospitalité ou le transport ou le tourisme, il y a encore énormément de défis et on a encore bien des emplois qui sont partis, ne sont pas revenus encore. Donc, oui, un rôle à continuer d'être là pour les gens. Mais pour le plus long, il faut bien trouver cet équilibre entre d'être là pour les gens qui se retrouvent en situation difficile, mais de toujours vouloir et de pouvoir créer des opportunités pour ces individus-là, de pouvoir contribuer, de pouvoir travailler, de pouvoir créer des opportunités pour eux, pour leur famille, que ce soit par l'entrepreneuriat ou de travailler directement pour des entreprises. Nous avons besoin d'un système qui fonctionne. Je pense qu'on a tous reconnu que dans cette pandémie, on a vu qu'il y avait des trous dans les différents systèmes, il y avait des lacunes, que ce soit dans nos soins pour les aînés ou d'autres choses. Et on va faire des réflexions pour améliorer le système d'assurance-emploi pour le 21e siècle, mais toujours en gardant en tête la responsabilité de ne pas peser trop sur les entreprises. On veut que les entreprises cherchent à embaucher plus de gens, à créer de la croissance. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé un incitatif à l'embauche maintenant qui va encourager les compagnies d'embaucher pendant cette reprise économique. Mais en même temps, il faut qu'on ait un système qui fonctionne pour appuyer les travailleurs qui se trouvent en situation difficile. Donc, cet équilibre, on la reconnaît. Je comprends très bien la perspective des chambres de commerce qui disent, OK, il faut faire attention aux entrepreneurs et aux propriétaires d'entreprises. Je suis d'accord. On veut créer de la croissance. On veut encourager la réussite de nos secteurs entrepreneuriaux. Mais en même temps, il va falloir qu'on soit là pour protéger les travailleurs aussi. Oui, complètement. Puis on comprend que les employeurs doivent cotiser, mais effectivement, il y a d'autres nouvelles dépenses qui s'en viennent et ça, ce n'est pas pas votre problème. C'est des dossiers provinciaux, mais en termes de la réforme de la santé et sécurité au travail, de la protection des données personnelles. Donc, il y a plein d'autres investissements qui s'en viennent pour les employeurs, d'où les inquiétudes parce qu'à la marge, ça commence à être serré. Je vous amène sur mon dernier sujet avant d'aller à la période de questions. Un sujet, mon Dieu, qu'on pourrait en parler pendant des heures, l'immigration. Sujet malheureusement très chaud, un sujet, vous le savez, qui est une garde partagée entre Québec et Ottawa. Et comme toute garde partagée, tout le monde veut bien faire, mais ça finit toujours par être compliqué. Alors, c'est un peu le cas qu'on a en ce moment. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui surtout fait patienter
des dizaines de milliers de gens sur le territoire canadien. Je vous rassure, on a une vision similaire, la FCCQ et vous, sur l'immigration. On est convaincu que le Canada est une terre d'accueil, que c'est un des facteurs clés du succès, du futur, du développement, pas juste économique, social aussi du Canada. Donc, on s'entend sur le contenu. Le problème, c'est le contenant. Le problème, c'est les délais administratifs. Alors, je sais que vous n'avez pas de baguette magique, mais comment on va régler ce retard épouvantable dans le traitement des dossiers à Ottawa? Ben, d'abord, pour souligner, moi, ça fait des années que j'entends de la FCCQ et d'autres ce défi de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, la pandémie et la reprise, on est en train de voir ça, mais ce n'est pas à cause de la pandémie. Ça fait longtemps, c'est peut-être empiré dans certains endroits à cause de la pandémie. Mais c'est un défi qu'on partage et comme vous, je pense que plus d'immigration, c'est une des grandes solutions pour résoudre ce défi-là. Et d'ailleurs, le Canada, le Québec, on a de la place, on a une ouverture envers les autres. On devrait justement en profiter pour pouvoir faire croître nos communautés, nos régions, nos entreprises, notre économie. Oui, on a un programme de travailleurs étrangers temporaires et je sais que ça peut aider dans certaines situations, c'est la bonne chose, mais moi, ma préférence, c'est toujours des immigrants plus permanents, des gens qui peuvent venir, se faire former, bâtir une vie, une famille, un avenir intégré en tant que Québécois et en tant que Canadien. Alors, c'est toujours vers là que je vais. Charles t'a parlé des délais administratifs. Il y a deux éléments là-dedans. D'abord, oui, la COVID a ralenti nos processus et ça, on y est pour quelque chose. On va chercher à accélérer nos processus. On est en train de faire une modernisation, un virage numérique à l'intérieur de nos systèmes qui devrait pouvoir accélérer. Comme beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, on profite un peu de ces moments de crise pour prendre un virage un peu plus digital. Mais l'autre défi, c'est qu'il faut qu'on s'aligne un petit peu mieux avec Québec. Depuis bien des années, le Québec envoie plus de candidats pour des certificats de sélection qu'ils acceptent d'avoir des places pour des gens avec des certificats de sélection. Donc, il y a toujours un surplus à chaque année qui passe en année à l'autre et ça donne des défis en termes de traitement des dossiers. Alors, on est en train de travailler, comme tu dis, main dans la main avec le gouvernement du Québec pour mieux aligner nos processus. On entend très clairement le besoin d'avoir un système d'immigration plus rapide, plus efficace, plus robuste et peut-être même plus généreux à certains niveaux pour pouvoir répondre à cette pénurie. Mais je vais toujours le faire en partenariat avec Québec parce qu'on reconnaît qu'au Québec, contrairement à ailleurs au Canada, c'est effectivement un dossier tout à fait partagé. Je pense que la communauté d'affaires du Québec, en tout cas la Fédération, on vous suit à 100 là, dans le concept derrière ça. On va passer, si vous voulez bien, M. Trudeau, à la période de questions. Donc, il nous reste peut-être une vingtaine de minutes. J'aimerais au moins avoir 4-5 interventions. Alors, on va débuter avec la présidente de notre conseil d'administration, vice-présidente exécutive chez Énergir, Mme Stéphanie Trudeau. Bonjour, M. Trudeau. Premièrement, je voulais vous féliciter pour votre leadership personnel, celui de votre gouvernement en matière d'environnement. C'est le sujet sur lequel portera ma question. Vous avez dit d'entrée de jeu qu'avec le changement d'administration chez nos voisins du Sud, ils étaient maintenant revenus à la table du G7, mais ils sont aussi, bonne nouvelle, revenus à la table des pays qui veulent se joindre à la lutte au changement climatique, ce qui est quand même important parce qu'ils émettent quand même 5,4 milliards de tonnes de CO2 annuellement. Par contre, on a la Chine qui émet près de 30 des GES à eux seuls, je pense autour de 10 milliards de tonnes par année, et l'Inde à 2,6 milliards de tonnes. Donc, c'est très, très important comme émission. Quels sont vos espoirs et quel est votre plan avec vos alliés en matière d'environnement pour amener ces pays à contribuer à la lutte au changement climatique? Parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à maintenir la température en deçà de 2 degrés ou 2,5 degrés sans leur apport. Donc, avez-vous espoir et quel est le plan?
D'abord, le plan, et j'en ai beaucoup parlé avec des collègues et des amis lors de ma visite en Europe, c'est d'assurer que tout le monde comprenne que de mettre un prix sur la pollution, comme on a partout au Canada, c'est une des meilleures façons de donner des signaux clairs pour les innovateurs, pour les entreprises, pour les investisseurs, qu'on est en train de prendre ça au sérieux. C'est pas tous les pays, au contraire, il y a très peu de pays qui l'ont fait et qui l'ont fait de façon aussi ferme et ambitieuse que le Canada, mais on est en train d'encourager les autres, de démontrer que ça se fait, même dans un pays qui est producteur de pétrole comme le Canada. C'est une étape importante qui va permettre d'ailleurs à nos travailleurs dans l'industrie de l'énergie de faire un virage, de se transformer pour être des experts en d'autres formes d'énergie aussi. Et c'est ça l'avenir qu'on est en train de bâtir. C'est sûr que les Américains, ça donne un souffle positif, mais ça me rappelle aussi un petit peu comment on a été en 2015 au Canada quand on est allé à Paris en décembre 2015 pour dire Canada is back, pour dire qu'on a un gouvernement fédéral qui prend au sérieux les changements climatiques. Et depuis 5 ans, on a fait des investissements énormes pour lutter contre les changements climatiques, pour amener un prix sur la pollution, pour appuyer nos entreprises, pour amener de la nouvelle réglementation, pour faire des investissements à travers la planète. C'est bien le fun que les États-Unis soient de retour, mais ça va maintenant prendre beaucoup de travail pour eux de se rattraper à la place où se trouve le Canada et d'autres pays. Par rapport à la Chine et par rapport aux pays qui ne sont pas des leaders en matière de lutte contre les changements climatiques, il y a des choses qu'on peut faire par rapport aux exigences pour les importations. On parle de programmes d'ajustement de prix de carbone à la frontière pour reconnaître que des pays qui peuvent produire moins cher en polluant devraient avoir une certaine pénalité s'ils veulent faire compétition à des pays comme le Canada où nos entrepreneurs ou nos manufacturiers ont plus de limites parce qu'on est en train d'être mieux pour la planète. Et cette idée de travailler avec nos partenaires à travers le monde pour établir un système qui reconnaît qu'on devrait tous faire attention dans nos processus de protéger la planète des émissions, c'est la façon qu'on est en train de faire. Donc, on va continuer à travailler là-dessus, mais on comprend pour rester compétitif dans le monde, nos producteurs canadiens doivent pas être trop pénalisés par notre leadership. Il y a 2 choix. Ou bien on enlève ces pénalités, ce qui serait horrible pour la planète, ou bien on commence à s'assurer que d'autres reconnaissent aussi qu'ils doivent commencer à se comporter comme du monde. On réduit le dumping, c'est bon. Je suis contente d'entendre Effectivement. votre réponse. Merci, M. le Premier ministre. Merci, Stéphanie. Stéphanie. Alors, on va poursuivre avec M. Martin Soucy, qui est président directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Martin. Merci, M. le Premier ministre. Bonjour. Merci à Charles et son équipe pour d'avoir organisé ce rendez-vous. Je veux aussi saluer Mélanie Joly, qui a été très présente dans votre équipe auprès de l'industrie. Comme vous savez, l'industrie du tourisme est le plus important exportateur de services au Canada. Pour le Québec, c'est 4 milliards de dollars, 35 des dépenses touristiques. Alors, après la question surf and turf de Charles, la mienne va être la question balancier. D'un côté, on comprend tout à fait qu'il n'y a pas en ce moment votre principe de précaution pour la réouverture des frontières. Mais de l'autre, il y a des entreprises et des travailleurs qui dépendent du tourisme international et de cet apport-là. Vous l'avez dit, votre gouvernement a soutenu notre industrie avec des mesures fortes vraiment qui ont aidé la subvention salariale et le loyer d'urgence. D'ailleurs, on tient à vous en remercier. Maintenant, ces subventions sont dégressives jusqu'à la fin septembre, alors qu'on n'a pas accès à l'ensemble des revenus potentiels. Alors, la question est la suivante. Comment envisagez-vous continuer de soutenir spécifiquement les entreprises du secteur touristique, mais au-delà du dernier budget que vous avez prononcé récemment? D'abord, merci pour la question, Martin. C'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Oui, on a vu bien des Canadiens choisir de faire du tourisme chez nous et ça a été une bonne chose, mais ça n'a pas été assez pour compenser pour toute la perte de revenus qu'on compte sur nos amis américains et les gens de partout dans le monde. C'est pour ça que il y avait un principe très, très simple pour notre gouvernement que j'ai répété depuis le début. On va être là pour appuyer ceux qui en ont besoin aussi longtemps que ça prendra.
Évidemment, on a mis dans le budget une attente à ce que la reprise aille très bien. On est en train de voir, particulièrement au Québec, la reprise va très, très bien, mais à cause des défis à la frontière, à cause de justement ce principe de précaution, on va avoir besoin de continuer d'être là pour soutenir certaines entreprises dans certains secteurs et on va l'être. Évidemment, on veut tous plus avoir besoin de soutenir ces entreprises-là parce que même si le fédéral est entré dans cette crise avec une des meilleures positions fiscales de tous nos alliés et on a encore une des meilleures positions fiscales de tous nos alliés, c'est pas infini, on préfère bien, et je sais que tes membres le veulent aussi, revenir au travail, de revoir des revenus qui rentrent des touristes et de revenir à une vie un peu plus normale. On n'est pas là encore et tant qu'on ne sera pas là, on va être là pour essayer d'appuyer votre industrie, les industries du tourisme et d'autres industries qui vont être hautement affectées. Mais on a hâte de pouvoir rouvrir, on a hâte de pouvoir reprendre l'activité. Il n'y a aucune question que cette pandémie a frappé tout le monde très fort, certains plus fort que d'autres. Notre rôle en tant que gouvernement fédéral, comme Charles a dit, de gouvernement assez de proximité maintenant pendant cette crise, c'est justement d'être là. Et que ce soit Mélanie Joly qui a été là pour entendre les préoccupations de l'industrie du tourisme et d'être là pour le développement économique régional, que ce soit Mme Freeland qui l'a fait, que ce soit Diane Leboutillier qui a livré les chèques de PCU et l'appui aux entreprises, que ce soit François Philippe qui est tout le temps en train de pousser sur l'innovation, que ce soit Pablo Rodriguez qui est là pour répondre aux besoins et aux préoccupations des gens au Québec, que ce soit n'importe quel de nos députés à travers le Québec, à travers le pays. On est là pour écouter et pour aider parce que c'est une crise qui n'est pas de votre faute, mais qui tombe plus fort sur certains que d'autres. Et donc, on va être là pour assurer de vous épauler pendant aussi longtemps que ça durera. Merci, c'est une bonne nouvelle. Merci, Martin. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de l'Alliance. Vous avez été très présent pendant la crise et beaucoup de gens ont pu bénéficier de vos prises de position. Alors, merci Martin, et bon été à toi. On s'en va, Monsieur le Premier ministre, en Beauce avec la directrice générale de la Chambre de commerce Nouvelle-Beauce, la souriante Nancy Labbé. Bonjour Charles et bonjour Monsieur le Premier ministre. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bien, comme vous le savez, vous êtes déjà venu en Beauce, alors vous savez que la Beauce est remplie d'entreprises de tous les domaines, très dynamiques et particulièrement aussi beaucoup d'entreprises industrielles, manufacturières. Puis, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, la pandémie n'a vraiment pas diminué la pénurie de main-d'œuvre, un problème qui touche toutes nos entreprises, tous domaines confondus. En Chaudière-Appalaches, le taux de chômage est de 3,8 %. Et ces données-là datent du mois de mai 2021. Alors, à ce taux de chômage-là, c'est sûr que tout le monde travaille. Et moi, j'ai un exemple concret à vous apporter d'une de nos entreprises. Structure RBR, groupe RBR, une belle entreprise manufacturière du domaine de la construction, 175 employés. Ils ont 3 usines. À chaque année, ils font venir des travailleurs temporaires étrangers. Et là, le problème qu'ils ont, eux particulièrement, il est avec le Mexique. Sans trop savoir pourquoi cette année, il y a plusieurs de leurs dossiers qui n'ont soit pas été traités, ils n'ont pas reçu encore leur visa ou il y a des délais incroyables. Et là, je ne parle pas du domaine agricole, je parle vraiment de leur demande de visa pour le domaine industriel. Alors, ma première question est, pouvez-vous expliquer un peu qu'est-ce qui peut amener le Mexique à avoir tout d'un coup des délais comme ça? Puis, je sais tout à l'heure, je vous entendais parler, vous me parliez que vous aviez peut-être une petite préférence pour les travailleurs permanents et je vous comprends. Mais la pénurie de main-d'œuvre chez nous, elle est tellement importante que tous les coups de main qu'on peut recevoir de n'importe qui, ça peut être vraiment d'une aide incroyable. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une personne au sein de votre équipe qui pourrait nous aider à faire des pressions positives pour les aider à développer tout ça? Puis après, je vais vous parler de transformation numérique. Ben, tout d'abord, Nancy, je te comprends entièrement et je veux dire que quand je parle d'une préférence pour des résidents permanents plutôt que des travailleurs temporaires, je reconnais que ça, c'est une solution plus moyen terme. Là. Oui, on devrait bouger vers ça, mais pour l'instant, particulièrement cette année, on a encore énormément besoin de travailleurs temporaires tant dans la manufacturier que dans l'agricole, surtout si on parle de taux de chômage de 6,4 % au Québec et de 3,4 % en Beauce. C'est clair.
Oui, il y a des défis liés à la pandémie, liés aux déplacements internationaux. On a pris des mesures d'urgence pour certains des travailleurs étrangers temporaires. Je ne suis pas au courant de ce défi avec le Mexique directement, mais je vais faire un suivi et avec notre ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, qui fait un excellent travail, qui va mettre de la pression sur le système mexicain pour voir qu'est-ce qui bloque. Mais aussi, on a notre ministre d'immigration, on a la ministre du Travail. Il y a énormément de gens qui sont en train de travailler là-dessus parce qu'on veut que cette reprise soit la plus rapide possible. Ça serait plate de ralentir la reprise de COVID parce qu'on n'a pas assez de travailleurs pour répondre à la demande et au potentiel qu'on a. La clé à une sortie de cette pandémie, ça va être de le faire le plus rapidement et le plus inclusif possible. Donc, je vous entends et je partage votre préoccupation de ne pas devoir se limiter dans sa croissance à cause d'un manque de main-d'œuvre. Et merci pour les sous que vous avez mis en transformation numérique pour nos petits commerçants. Là-dessus, bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, Nancy. Je vais vous amener au Lac-Saint-Jean, dans la communauté Innu de Mashteuiash, que vous connaissez, avec une entrepreneure qui est très proche de la Fédération, Mme Mélanie Paul. Alors, Mélanie. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez là, parce que je ne suis pas capable d'ouvrir ma caméra. On t'entend, vas-y comme ça. Bon. Bonjour, M. Trudeau. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci de prendre le temps de discuter avec nous. Écoutez, de mon côté, je ne peux pas passer sous silence, c'est sûr, au niveau des communautés autochtones, là, les différents événements des dernières semaines et même, je dirais, la dernière année à certains niveaux. Je fais partie des personnes qui ont eu la chance de travailler autant au niveau social dans les communautés autochtones qu'au niveau économique maintenant. Et je vois que l'interrelation entre les deux est très interreliée. On a besoin d'aide et de soutien autant au niveau, je dirais, social qu'au niveau économique, encore plus aujourd'hui. Pour avoir été témoin de différentes situations au niveau social, puis aujourd'hui de voir au niveau économique à quel point les entreprises peuvent aussi soutenir le volet social dans les communautés et ont un rôle très important à jouer. J'aimerais beaucoup vous entendre sur, puis je ne passerai pas sous silence quand même le fait qu'on a été soutenu plusieurs fois par le gouvernement canadien, autant dans mes entreprises que dans la communauté. Je vous en remercie. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et à mettre en place dans ce sens-là. Donc, de quelle façon le gouvernement canadien compte doubler ou tripler, ou je ne sais pas comment le dire, là, mais soutenir encore plus les communautés à différents niveaux. Merci beaucoup, Mélanie. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus une priorité pour tous les Canadiens. Vous savez, quand on s'est fait élire pour la première fois en 2015, on avait promis de nouvelles relations positives avec les communautés autochtones à travers le pays. On a fait beaucoup de travail, mais il reste encore énormément à faire. Et ce qu'on est en train de voir depuis quelques semaines avec ces découvertes tragiques, c'est que ce n'est pas juste une question pour les gouvernements et les communautés autochtones, ça prend l'implication de tous les Canadiens, de non-autochtones, les entreprises, des communautés à travers le pays pour faire partie de ce parcours de réconciliation. Et je veux d'ailleurs souligner la FCCQ qui a émis des recommandations pour comment les entreprises au Québec peuvent faire partie de la solution au niveau de la réconciliation. Et je pense qu'il y avait des très bonnes suggestions par rapport à l'embauche, par rapport à l'investissement, par rapport à la formation. Il faut continuer à ce niveau-là. Mais c'est sûr que les gouvernements ont toujours un grand rôle à jouer. Ça fait des années qu'on fait des investissements pour en finir avec les avis d'ébullition d'eau, qu'on investit dans la protection de la langue, de la culture, la protection des enfants. Mais il reste énormément encore à faire. Et ce que vous soulignez est un élément extrêmement important.
les opportunités économiques aussi, parce que c'est bien beau de bâtir des hôpitaux et des écoles et des routes, mais si on ne crée pas des emplois, des opportunités d'entrepreneuriat et d'épanouissement économique, le reste, ça s'avance seulement très lentement. Et ce plein partenariat dans la réussite économique du Canada, c'est vers là où il faut aller. Mais il faut reconnaître en même temps que les défis auxquels les communautés font face sont multiples et souvent suivent directement sur les injustices systémiques, la discrimination, les horreurs du passé, si on parle des pensionnats autochtones, qui ont encore des échos et des conséquences actuelles aujourd'hui et demain, pas juste dans l'histoire du pays il y a 10, il y a 100 ans. Donc, cette réflexion que nous devons avoir, particulièrement à quelques jours de la Fête du Canada, c'est comment est-ce qu'on peut avoir d'ailleurs du respect, même quand on marque la Fête du Canada, respecter la tristesse, le deuil, les défis que vivent encore énormément de gens à qui ça ne tente pas de célébrer la Fête du Canada, mais aussi s'engager, se commettre à faire partie de la solution. Comment, en tant qu'entreprise, comment, en tant que gouvernement, on peut encore plus faire pour faire partie de la solution, pas pour faire durer des injustices et de tourner le dos à ces défis-là, mais de comprendre que c'est à tous et chacun d'entre nous de faire partie de cette réflexion. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas souligner tout ce qui est extraordinaire dans notre pays dans 2 jours, mais il faut aussi reconnaître qu'une des choses les plus fortes du Canada, c'est jamais qu'on dit « Ah, on est le meilleur », c'est qu'on est en train de dire « Ah, on pourrait être les meilleurs, on est en train de travailler fort pour être encore meilleur ». Et ce désir et cette ambition pour notre pays, pour nos voisins, pour tout le monde qui partage ce territoire, devrait nous animer à vouloir en faire encore plus. Alors, je te remercie énormément, Mélanie, et je peux te souligner que le gouvernement fédéral va continuer d'être là de plus en plus. On a été très généreux et très présents, mais on va l'être encore plus dans les années à venir parce qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais ça se fait ensemble. Effectivement, juste pour terminer là-dessus, Charles, puis souligner, comme M. Trudeau dit, le mot que j'ai retenu du rapport qui a sorti avec la Fédération, c'est « réconcilie-action ». Donc maintenant, passons à l'action tous ensemble, je pense. On a besoin de tout le monde pour y arriver, ça c'est sûr. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Puis merci d'avoir mentionné le rapport de M. Trudeau, qu'on a fait d'ailleurs en collaboration avec BMO Groupe Financier. Donc, je salue François Morin là, qui a été au cœur de ce projet-là. Et M. Martin nous a fait l'honneur d'ailleurs d'être avec nous la semaine dernière pour le lancement du rapport avec l'initiative de la famille Martin. Votre équipe nous a laissé encore 3-4 minutes, alors je céderai la parole pour une dernière question éclair à notre président du comité agroalimentaire, M. Sylvain Rassette. Bonjour, M. Trudeau. J'ai aussi le rôle de président de Salade Express dans la belle région du jardin maraîcher de Saint-Rémy, une région que vous connaissez assez bien. Ma famille est de là. Les premiers, les Trudeau, mon arrière-grand-père était cultivateur à Saint-Rémy. D'ailleurs, de mon bureau, j'ai un œil sur votre père. Merci. Donc, on est vraiment très près. Écoutez, je vous remercie particulièrement pour l'aide à la subvention salariale aussi. Ça nous a permis de passer à travers un raz et marée avec la fermeture de la restauration. Par contre, on est un acteur important aussi au niveau du détail. On a investi plus de 12 millions de dollars dans les 3 dernières années. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un grand jour. Ça fait 6 mois qu'on a reçu une ligne de production et puis on ne pouvait pas l'implanter parce que c'est des spécialistes qui ont besoin de faire ça. Donc, c'est des Italiens qui sont rentrés ce matin avec la permission du gouvernement pour des travailleurs essentiels dans notre industrie. Donc, ça aussi, je tiens à vous remercier parce que c'est drôlement important. Parce que là, présentement, l'économie a repris, mais je ne suis pas capable de suivre. Pourquoi je ne suis pas capable de suivre? C'est principalement parce que j'ai des problèmes de main-d'œuvre. C'est un peu redondant, mais c'est une problématique importante. Pour nous, on sait que dans le temps du gouvernement conservateur, ils avaient mis
un maximum de 10 pour les travailleurs étrangers dans les usines de transformation. Moi, j'ai perdu beaucoup de travailleurs durant la pandémie. Et puis là, le 10 n'est plus le même 10 que j'avais avant la pandémie, bien sûr. Donc, j'aimerais savoir, c'était une des promesses, je crois, que vous aviez dans votre gouvernement, d'abolir ce 10 %-là. J'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes en termes de réflexion, parce que la main-d'œuvre, malheureusement, c'est un sujet qu'on ne veut pas entendre, mais qu'on doit faire face à tous les jours. Et puis, merci de votre réponse. Ben non, merci beaucoup, Sylvain, d'avoir souligné cette problématique parce que j'aurais été surpris et même un peu déçu si on ne revenait pas régulièrement à cette pénurie de main-d'œuvre auquel on fait face, particulièrement au Québec. Et c'est un défi parce que ça va bien, parce qu'on est en pleine reprise, en pleine croissance économique, et ça depuis plusieurs années. Il va falloir qu'on ajuste notre façon de faire. Et oui, faire venir des travailleurs étrangers temporaires maintenant à cause de la pandémie, il y a des défis associés à ça et c'est un processus un peu plus compliqué qu'on voudrait que ce soit, mais il faut s'assurer qu'on soit en train de protéger les Canadiens contre une nouvelle éclosion de cette pandémie. Mais en même temps, je comprends à quel point la saison estivale, la saison de production est essentielle et nous avons besoin de travailler là-dessus. Alors, je peux vous assurer que le message est très, très clairement passé et à mon ministre d'Immigration qui pousse là-dessus depuis longtemps d'ailleurs pour pouvoir faire venir plus de gens. Nos ministres de Travail et de Formation qui sont là pour aider à ce niveau-là. On va continuer. Je vais regarder ce qui se passe exactement avec ce 10 parce qu'effectivement, c'est un défi mathématique. Là. Si vous avez moins d'employés réguliers, le seuil va baisser pour les travailleurs temporaires, ce qui est le contraire de ce que vous avez besoin. C'est juste que je ne veux pas qu'on finisse dans le long terme, et ça fait déjà très longtemps, qu'on utilise les travailleurs temporaires comme solution permanente. Et je pense qu'on peut se comprendre que, et même pour vous, de devoir former de nouvelles personnes à toutes les 2-3 ans parce qu'il faut faire un cycle, ce n'est pas idéal. Et on a de la place au Canada. On peut accueillir plus de gens, surtout si on a des emplois, surtout si on en a besoin pour créer de la richesse et des opportunités pour tout le monde, particulièrement en région. Donc, je suis très, très ouvert, comme vous le savez très bien, à l'immigration. Et d'ailleurs, je reconnais que c'est une vraie force pour le Canada, dans un monde où, depuis quelques années, on voit les gens plus réticents par rapport à l'immigration, que les Canadiens soient encore ouverts et engagés. Mais on est positif par rapport à l'immigration parce que les gens savent qu'on a un système rigoureux et robuste et juste qui permet à ce que ça se passe comme il faut. Mais il faut accélérer nos processus et on va travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour répondre à ces défis au niveau de l'immigration et temporaire dans le plus court terme, mais aussi de bouger vers une immigration permanente pour permettre justement à un plein épanouissement économique des entreprises comme les vôtres. Merci de votre réponse, M. Trudeau, et bon suivi pour le 10 Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Écoutez, on a déjà dépassé notre temps, donc avant de vous laisser le mot de la fin, M. le Premier ministre, je vous remercie vraiment. Ça a été, en tout cas pour ma part, très agréable de passer ce temps avec vous. Je pense qu'on a couvert assez large dans les sujets. Je suis peut-être très complémentaire. Je suis très heureux des questions de mes collègues. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un bon été. Je vous souhaite de vous reposer un peu parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on annonce un automne politique chargé. Alors, c'est un peu vous qui êtes au centre de tout ça, mais je vous souhaite un bon repos et je vous cède le mot de la fin. Quel que soit de quoi a l'air l'automne, il faut se comprendre qu'on est dans un moment de rebâtir notre économie, de rouvrir et de vouloir corriger les erreurs qu'on a vues, les lacunes qu'on a dans nos systèmes qui ont été exposés par cette pandémie, mais en même temps qu'on veut s'adresser et veut vraiment trouver les opportunités dans les grands défis auxquels on fait face, comme les changements climatiques, comme bien d'autres défis sur le commerce international. Donc,
quelles que soient les circonstances politiques des prochains 6 mois, il va y avoir beaucoup de travail à faire pour rassembler les gens et pour aller de l'avant avec ambition et optimisme. Mais je veux vraiment prendre encore un moment pour remercier et féliciter les employeurs, les chambres de commerce et aussi les travailleurs partout au Québec et au pays qui ont si bien su travailler pour passer à travers cette pandémie. Ça a été vraiment un moment où on s'est rassemblés. On a vraiment vu à quel point l'entraide et le partenariat est au cœur de la réussite de notre économie et de nos communautés. On a vu ailleurs dans le monde qu'est-ce qui se passait quand il y avait une polémique politique qui s'infiltrait dans les débats sur la réponse à la pandémie. On a pu avoir un gouvernement fédéral, comme vous avez souligné, qui a été là pour aider les gens à proximité, mais en travaillant main dans la main avec les premiers ministres des provinces. Ça a été vraiment important, mais ça a été tout à fait à l'image des Québécois, des Canadiens. On s'attend à ce que les gens travaillent ensemble pour résoudre de grands défis et on est en train d'en vivre des grands défis même maintenant. Alors, moi, ma promesse dure, on va être là pour appuyer, pour relancer, pour bâtir un avenir plus fort pour tout le monde. Le gouvernement fédéral a son rôle à jouer en partenariat avec les autres et vous pouvez savoir que j'y serai toujours au rendez-vous. Comme de la même façon que tu as commencé, Charles, des grands enjeux qui se passent cet été, oui, on va pouvoir aller jouer dehors un petit peu plus, mais avant ça, on va regarder bien jouer le Canadien. Ça a été tough hier soir, mais on sait de quelle matière est faite cette équipe et je sais que les prochains matchs, ça va très, très bien aller. On va ramener la Coupe Stanley au Canada pour une première fois depuis trop longtemps. Et vous avez un pari avec le président Biden en plus. Effectivement. Et j'ai bien confiance que je n'aurai pas à acheter quelques livres de Smoke Meat pour lui envoyer. Là. Je m'attends à avoir une victoire pour le Canadien dans les jours à venir. Fantastique. Alors, encore une fois, merci. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Charles. Merci tout le monde.